Notre quatrième et dernière présentatrice est Carla. Carla est actuellement en première année de doctorat en études urbaines à l'UQAM. Elle y mène des recherches autour du sujet de l'affichage publicitaire et commercial au Québec, sur les enseignes et publicités murales, leur sens et leur représentation, sous la direction de l'enseignante et chercheuse Lucie K. Morisset. Et d'ailleurs, hier même, elle a pu présenter ses champs de recherche lors de la 14e rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine qui s'est tenue à l'UQAM. Donc, j'espère que ça s'est bien passé, mais j'en doute pas. En parallèle de ses études, Cara travaille à temps partiel à l'Opéra de Montréal et elle est aussi en préparation d'un balado en réponse aux défis lancés par l'Institut du patrimoine. Et donc, dans le cadre de son travail dirigé, Carla s'est interrogée sur la médiation de l'art dans les collections d'art en entreprise. En juillet dernier, elle a fait un dépôt initial de son travail dirigé à l'Université du Québec à Montréal et elle est en attente d'évaluation. Elle nous a fait donc aujourd'hui sa présentation. Elle nous fait donc aujourd'hui sa présentation, la médiation de l'art, une affaire de cœur au cœur des affaires. Oh, merci Gilles, ouais, merci Maëlie pour cette organisation de feu, comme vous faites à chaque fois. Donc, non, je peux en attendre d'évaluation. J'ai reçu mes corrections il y a 2 semaines. Donc, je suis en correction finale. Donc, voilà. C'est beau, vous voyez tous la présentation? C'est bon, oui. Donc, comme Jay vous l'a dit, moi, j'ai travaillé sur la médiation de l'art au sein des collections d'entreprises bancaires au Canada, donc origine, modalité et portée. Donc, en fait, pour vous dire un peu l'origine de pourquoi je me suis intéressée à la médiation de l'art dans les collections d'entreprises. Donc, quand j'étais en 3e année de médiation culturelle en France, je suis allée voir la collection de la Société Générale au cœur de la Défense. Donc, en fait, c'était une visite organisée par la conservatrice. Et ensuite, le coup de cœur est arrivé un peu plus tard avec la visite de Joanne Kane lors des 5 à 7 muséaux. Donc, je ne me rappelle plus si c'était en 2017 ou en 2018. Et donc, elle nous a fait un peu la présentation de sa collection d'art. Et puis, lorsque j'ai eu un séminaire avec Madame Bénichou, justement, sur l'art contemporain et les musées, donc, je me suis intéressée justement à cette question de la médiation de l'art. Et puis, ça a donné ce beau bébé. Donc, en fait, en petite introduction, pourquoi j'ai choisi les banques plus particulièrement? Parce que les banques totalisent les plus grandes collections d'entreprises de manière internationale. Donc, j'ai voulu me concentrer particulièrement sur les banques, de une par question de restriction et de deux par rapport à la rédaction qui ne devait comporter qu'un nombre limité de pages. Donc, en introduction, finalement, est-ce que les collections d'art bancaire, on peut les rapprocher de nouveaux Médicis? Donc, un petit peu, puisque les Médicis, effectivement, c'était donc les banquiers de la Renaissance, ils effectuaient du patronage auprès de grands artistes et ils étaient de grands commanditaires d'architecture. Donc, je vous ai mis une petite citation de Michelangelo, qui était aussi le protégé de la famille Médicis. Pour vous montrer une influence venant des États-Unis, donc des grandes manières d'industrie, pour impulser finalement un nouveau patronage et un nouveau mécénat. À ce titre, j'ai envie de vous rappeler qu'on n'appelle pas ça mécénat au Canada, qu'on appelle ça plus de la philanthropie culturelle. Donc, en fait, on dénombre 4 grandes banques collectionneuses au Canada. Donc, pour répondre à Madame Bénichou qui m'a soulevé ça dans mes corrections, j'ai décidé délibérément de ne pas mettre Desjardins dans mon TD parce que Desjardins est une coopérative bancaire et elle ne répond pas à la loi des chartes et des banques au Canada. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écarter Desjardins. Donc, nous avons la Banque Royale qui totalise 4 500 œuvres d'art. Nous avons la Banque nationale qui en totalise 7 000, c'est la plus grande au Canada. La Toronto Dominion, donc, qui est la TD, qui en totalise 6 000. Et la Banque de Montréal qui en a 5 000. Donc, en fait, les collections d'entreprises peuvent être vues comme suit, c'est-à-dire que ces pratiques artistiques, son collectionnisme, en fait, finalement, sont tournées en direction du bien-être de la société. Et pourtant, le problème, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces collections, elles demeurent privées, mais elles demeurent aussi inaccessibles au public, puis ne démontrent pas non plus de médiation en faveur du grand public, ce qui n'est pas le cas finalement avec les collections européennes.
Donc, je me suis basée sur une méthodologie, donc sur une recherche qualitative basée sur l'examen des catalogues des expositions, sur les sites internet des collections d'entreprises, sur les sites internet des associations des collections d'entreprises, alimentées par des théories en médiation culturelle et en muséologie. Je suis basée démarche inductive et j'ai décidé d'avoir un terrain, donc avec 2 études, je vais arrêter de le dire en anglais, la Banque de Montréal avec au moyen d'entretiens semi-dirigés avec les conservatrices. Donc, ma question principale de recherche a été la suivante. Qu'est-ce qui motive et pousse les directions bancaires canadiennes à restreindre ou à élargir l'accès à leur collection d'œuvres d'art au grand public? Donc, dans une première partie, je n'ai pas pu passer à côté de faire un bref historique finalement de l'histoire des collections bancaires au Canada, parce que je trouvais ça important, parce que il y a des livres, il y a une littérature qui a été faite sur leur histoire, donc qui était mêlée à cette influence américaine finalement. Mais moi, j'ai décidé de soulever justement que ces collections construisaient une narration autour de l'histoire de l'institution. Avait aussi la collection permettait aussi une assise au sein de la société, leur permettait aussi également de légitimiser leur pouvoir. Donc, comme nombreuses collections bancaires, en fait, ça a commencé tout simplement avec la peinture des grands présidents. Donc, surtout la peinture figurative. Donc, ça va être ces portraits que l'on peut voir ici. Donc, ça, c'est un des fondateurs de la Royal Bank of Canada. Donc, finalement, la banque va améliorer l'institution elle-même, mais elle va aussi établir, en fait, basé sur l'histoire de la banque, mais aussi ses valeurs. Donc, en fait, on se détache progressivement plus tard de la notion finalement de publicité et de marketing vis-à-vis de ces collections. Hop, et selon Philippe Boitel, tandis que le musée est orienté vers le passé, la collection d'entreprise s'appuie sur ce passé pour expliquer le présent et donner un sens au futur. Donc, il y a une recherche d'unification des aspects temporels pour donner à l'entreprise une immortalité dans ses pratiques, ses valeurs et sa raison d'être. Donc, finalement, c'est un peu le pourquoi du comment existe finalement la collection d'entreprise. Et on voit qu'au XXIe siècle, en fait, finalement, la collection d'entreprise permet aussi de voir l'institution comme progressive et innovante. Donc, d'après ce que j'ai remarqué aussi en faisant mon historique, c'est qu'il y a Nathalie Moreau, qui est une professeure à Montpellier en France, qui a conduit une étude sur les collections, sur les collectionneurs en France, et elle a découvert qu'il y avait 2 types de collections au sein des collections d'entreprise. Donc, il pourrait y avoir donc la collection qu'elle qualifie de patrimoniale et la collection d'art moderne. Donc, en fait, ce qu'on pourrait qualifier de collection patrimoniale, donc, elle est composée d'artefacts, de peintures figuratives datant d'avant 1950, et nous avons de l'art moderne et de l'art d'artisan. Donc ensuite, je me suis intéressée finalement, au-delà de l'historique des banques, de la professionnalisation du métier de conservateur ou de conservatrice dans les collections d'entreprises, ainsi que le rôle finalement qu'ont pu jouer les associations collections d'entreprises dans une certaine médiation. Donc, en fait, autrefois, le goût de l'apanage de l'art était entre les mains d'une seule personne, donc à savoir le PDG, qui fonctionnait finalement au coup de cœur et qui achetait. Au Canada, l'acquisition, finalement, elle passe dans les mains du PDG, elle n'est plus dans les mains du président, mais elle passe progressivement dans les mains du conservateur à partir des années 70-80. Non, 60, 70, 80, où on a vraiment une impulsion de l'acquisition au niveau des œuvres d'art. Donc, d'après Raymond Moulin, nous avons une nouvelle construction des valeurs artistiques à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'œuvre n'est plus tournée vers une logique de musée, mais elle est plutôt tournée vers une logique de marché de l'art qui fait intervenir de multiples acteurs comme les experts en art, par exemple. Donc, on assiste vraiment au passage progressif au XXe siècle d'une construction et réception des œuvres par une seule personne à l'apparition d'un réseau complexe d'acteurs. Donc, devant le nombre grandissant d'œuvres, on constate que certaines entreprises font appel à des consultants en art, en histoire et en philosophie pour l'accrochage de leurs collections dans les bureaux.
Et si l'emploi de personnel attaché à la collection n'était vraiment pas systématique, c'est que la conservation paraissait peu importante, ce que je soupçonne être encore le cas aujourd'hui. Donc les années 80 ont su profiter En fait, je disais que finalement, dans les années 80, on sut profiter d'une professionnalisation des métiers de conservateur en milieu corporatif, où autrefois la charge était dans les mains d'une seule personne. Donc, des conservatrices comme Francine Paul, qui était anciennement la conservatrice de la Banque nationale, a choisi par exemple en 93 d'exposer à la Galerie de l'UQAM une partie de sa collection, donc ce qui démontre quand même que finalement, le pouvoir d'exposer les collections, de dévoiler les collections sont aussi aux mains des conservateurs et conservatrices. Mais c'est vraiment qu'à partir des années 2000, finalement, que les collections d'entreprises sortent du placard, si vous me pardonnez l'expression. Donc, en premier lieu, ce sont les banques hollandaises qui se réunissent pour former leur association, donc la VBCN. Ne me demandez pas de prononcer l'hollandais, je serais incapable. Qui a donné lieu donc, à un catalogue rassemblant différentes discussions autour des enjeux de collection d'entreprise. Donc, vous pouvez toujours aller voir sur le site. On y présente vraiment des conférences, des échanges informels entre les conservateurs, puis aussi le type de collection et de compagnie qui y figurent. Donc, on a la création aussi de l'IACCA, donc l'International Association of Corporate Collection of Contemporary Art, qui a été créée en 2005 par la conservatrice de la collection Lois, donc Jacqueline Damécourt, qui sont constatées souvent durant les foires d'art contemporain que, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais les collections d'entreprises sont très présentes dans les foires d'art contemporain, d'une part parce qu'elles sont les mécènes de la foire en elle-même, mais c'est également aussi des grands acheteurs sur les marchés. Donc, il y a une très grande présence des conservateurs des collections dans ces foires. Vous pouvez le constater, des fois, vous pouvez voir la Banque nationale qui est très présente à la foire papier, par exemple. Donc, pour continuer, en fait, elle constatait, cette conservatrice, que les professionnels de ces collections, que ce soit aussi les galeristes, les critiques ou les historiens de l'art, en fait, se connaissaient vraiment très peu. Donc, elle a voulu créer cette association pour vraiment établir un lien entre tous ces professionnels, mais aussi échanger en fait finalement sur leur expertise et améliorer finalement leur pratique de muséologique au sein de ces collections-là. Donc finalement, ça a pu donner des nouveaux récits des projets de médiation de l'art. Donc je vais détailler dans une autre partie les médiations les plus utilisées donc, dans les collections d'entreprises, à savoir les visites. Bon, là, je vous ai mis, excusez-moi, j'avais oublié ça, mais c'est une petite aparté pour montrer quelques lieux d'exposition de l'art dans les collections d'entreprise. Donc, que vous pouvez aller voir, par exemple, à la Banque nationale, vous avez le sous-sol au 600 rue de la Gauchetière qui propose donc un accrochage avec un thème prédestiné et des artefacts de l'entreprise. Donc, ça peut être des vieux Minitel des années 80, mais c'est toujours drôle de voir ça. Et là, je vous ai mis un bureau qui se trouve à la Toronto Dominion pour vous montrer comment s'effectue l'accrochage en milieu corporatif. Donc, pour vous détailler les médiations les plus utilisées, donc nous avons les visites guidées, bien sûr, les visites virtuelles également, les catalogues, les centres culturels et des galeries au sein des compagnies. Donc, finalement, les visites guidées, elles se font souvent après les heures de travail. Et ce que j'ai constaté, en fait, au Canada, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visites guidées qui se font par les conservateurs au sein des locaux. Ça se fait souvent par l'intermédiaire des musées. Par exemple, à la Banque nationale, ça se fait à travers le projet Séminaire qui se trouve au musée d'art contemporain. Mais sinon, c'est très rare, par exemple, que Joanken invite, par exemple, un groupe de personnes, inscrits ou non, à visiter les locaux. Quand j'ai interviewé, par exemple, Corey Jackson, qui est la conservatrice à la Royal Bank of Canada, elle, par exemple, on peut s'inscrire pour effectuer des visites. Mais là où je trouve ça plus impressionnant, c'était par exemple à la Société Générale, quand je vous ai dit, qu'il faut intervenir une firme de médiation indépendante pour effectuer de la médiation auprès des enfants et on peut visiter les locaux si on est minimum 20 personnes. Donc, ça, c'est au niveau des visites. Donc, au niveau des catalogues, il y a beaucoup de catalogues d'exposition
d'entreprises qui a été produit, le plus majoritairement, ce sont des catalogues qui célèbrent les 20 ans, par exemple, de la collection, des choses comme ça. Et ça va être vraiment caractérisé un peu entre la limite entre le livre d'art contemporain puis le catalogue d'exposition. Donc, c'est vraiment le catalogue d'exposition. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est un catalogue hybride qui un peu fait office de catalogue d'anniversaire finalement, ou de beaux livres qui sont sur les tables des bureaux pour les clients quand ils attendent tout simplement. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple, du catalogue de la RBC Art Collection. Et sinon, le plus impressionnant, c'est la Deutsche Bank qui, elle, a son site Internet, mais aussi des applications mobiles. Donc, en fait, on peut voir, bon, je vais vous détailler les applications mobiles, mais par exemple, il y a les 4 plus grandes succursales de la Deutsche Bank, donc la banque en Allemagne. Donc, il y a Stade, Londres, Hong Kong et Francfort, il me semble. Puis, on peut voir en fait en détail quelles œuvres sont présentes dans les locaux. Également, dans les sites Internet, en fait, par exemple, c'est Art in the Tower. Donc, ça, c'est les 2 grands tours qui se trouvent à Francfort et qui sont séparés en époques artistiques. Donc, en fait, si on clique, par exemple, sur le rouge ici, on va voir les artistes, sa biographie et l'œuvre qui est accrochée avec tout le cartel qui indique, qui donne des informations sur l'œuvre finalement. Donc ça, c'est les sites Internet, en tout cas, qui sont très présents en Europe, puisque j'ai constaté aussi que, par exemple, les sites Internet, ça peut être très mélangeant, dans le sens où les sites Internet des collections d'entreprises au Canada sont mêlés avec le site même de la banque pour consulter son compte, par exemple. Donc, ça va être vraiment que dans un onglet en savoir plus sur nous, mais il n'y aura pas en détail, en fait, finalement, ou un mini catalogue inventorié sur ces sites Internet. Contrairement, par exemple, à la Société Générale qui a son propre site, c'est collectionsociétégénérale.fr, que vous pouvez aller voir, et où il y a les détails des conférences, etc. Donc, c'est vrai que les collections d'entreprises au Canada ne participent pas trop au réseau non plus, ne sont pas présents sur Facebook, par exemple, ils ne sont pas présents sur Instagram ou sur Twitter, par exemple. Donc, ça rend difficile finalement l'accès à ces collections pour le plus grand public, puis la connaissance même de ces collections pour le plus grand public, puis ça ne les rend pas non plus célèbres. Donc, je vous ai parlé aussi des centres culturels. Donc, par exemple, certaines banques comme la Caixa Forum, qui est une banque catalane en Espagne, elle a conçu sa collection d'entreprises dans le seul but d'être montrée au public. C'est-à-dire que elle a créé sa collection après le régime de Franco et elle a conçu vraiment sa collection avec des centres culturels qui sont que sociales, en fait, qui sont vraiment que destinés au grand public. Et ils ont une loi particulière en Espagne qui invite les entreprises à débourser 1% de leurs profits en faveur de l'art, ce qui ne se retrouve pas forcément dans la réglementation au Canada. C'est-à-dire qu'au niveau de la réglementation au Canada, ce qui peut être aussi mélangeant, c'est que les œuvres d'art en collection d'entreprise sont considérées comme des immobilisations financières sous le joug en fait, de la loi sur les impôts. Donc, il n'y a pas de loi, finalement, ils ne sont pas sous la loi du patrimoine culturel, ces œuvres d'art-là. Ils sont vraiment sur la loi sur les impôts. Et c'est pour ça que ça rend finalement, il y a des lacunes finalement dans les lois gouvernementales à propos de ces œuvres d'art dans un contexte privé. Donc, au niveau de mes études de cas, ça, c'était ma dernière partie de mon travail. Donc, j'ai travaillé sur la Banque royale du Canada, qui existe depuis le 19e siècle et qui a participé vraiment à l'histoire et à l'économie du Canada. Donc, son ancien emplacement, c'était Place d'Armes parce que Montréal était considéré comme la Wall Street du Nord. Donc, il y a toujours aussi la Banque de Montréal, l'ancien emplacement de la Banque de Montréal ici. Elle est membre aussi de l'Association internationale des collections d'entreprises d'art contemporain. Son organisation d'espace est tournée vers les œuvres d'art, comme j'expliquais, en fait, en tant que média, c'est-à-dire que la médiation, en fait, ne sert pas, comment dire, d'appui finalement à un procédé muséologique, mais elle sert plutôt à un appui de connaissance de la collection et pas forcément comme un récit explicatif qu'on pourrait trouver lors d'une visite guidée dans un musée.
Donc, comme j'ai expliqué, les catalogues sont dans des coffee table books, dans les salles d'attente. Elle fait des visites pour les employés, les groupes d'étudiants, les professionnels de musées. Et en fait, c'était toujours difficile parce que quand j'ai fait l'entretien avec Corey Jackson, elle disait que c'était toujours un défi de faire des visites guidées parce que de une, c'était après les heures de travail, mais elle ne savait jamais qui était dans les bureaux, qui restait après les heures normales de travail. Donc, ce qui l'a poussée finalement à improviser tout le temps lors des visites, de toquer à des portes ou de se faire rejeter si jamais il y avait quelqu'un par exemple. Donc, ça rendait vraiment très difficile. C'était vraiment un défi pour elle de faire ces visites-là. Et sinon, elle est présente lors aussi des soirées officielles finalement de la banque pour présenter la collection. Elle présente également 2 concours artistiques, donc la RBC Canadian Painting Competition et aussi Masterpiece London, donc qui catalysent finalement qui catalysent vraiment tout leur temps. Au niveau de la Banque de Montréal, donc comme je vous ai dit, la conservatrice a souhaité demeurer anonyme, donc c'est pour ça que je ne vais pas la nommer. Donc la Banque de Montréal, c'est la plus vieille banque du Canada, donc elle est fondée en 1817 par une assemblée de 9 marchands. Et en fait, depuis sa création, la Banque de Montréal a toujours ancré ses valeurs à protéger finalement, mais elle demeure encore très confidentielle et très secrète. La conservatrice m'a dit que ce n'était pas leur projet finalement de dévoiler la collection au grand public parce que leur premier public, ce sont les employés avant tout et ils considèrent la collection vraiment comme quelque chose qui améliore leurs conditions de travail plus que comme que quelque chose qui peut être dévoilé au grand public. Donc ce n'est vraiment pas dans leur priorité. Mais ils ont un concours artistique, donc premières œuvres, donc vous pouvez toujours, mais si je vous parle de la collection contemporaine, mais vous pouvez toujours aller voir au cœur de la place d'Armes le musée de la Banque de Montréal qui est gratuit. Donc, c'est pas comme un musée au sens où on l'entend, avec un mandat, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment plus comme une petite period room avec des dioramas qui expliquent finalement l'histoire de l'institution. Mais en fait, ça s'inscrivait dans le projet finalement le grand projet patrimonial du Vieux-Montréal, finalement, dans les années 60. Et le musée de la Banque s'inscrivait finalement dans cette lignée du patrimoine du Vieux-Montréal, finalement comme un mini-parcours, comme sur le chemin, finalement, que l'on peut faire dans le Vieux-Montréal. Donc, finalement, la collection de musée, elle est plus considérée comme une culture matérielle. Et la collection contemporaine, comme je vous disais, demeure confidentielle. Donc, en fait, j'ai essayé de proposer une définition propre aux collections d'entreprises au Canada parce que ce qui rend difficile finalement la définition d'une collection corporative, c'est qu'elles ne se ressemblent pas toutes, que les lois du pays ne se ressemblent pas non plus, donc elles sont très différentes les unes des autres, mais j'ai essayé de proposer une définition finalement pour les collections corporatives au Canada. Donc, je la définis comme suit. Nous entendons que les collections d'œuvres d'art des entreprises permettent de construire une narration autour de leur histoire. Elles sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Et concerne leur valorisation, pouvant être alimentées par des mécanismes puisés aux actions de médiation culturelle destinées au personnel et parfois au grand public. Les œuvres d'art soigneusement exposées dans les bureaux, les couloirs et les aires d'accueil peuvent créer des ponts entre le contenu des œuvres et les conditions de travail. Les collections d'entreprises de leur organisation et leur organisation spatiale sont prises en charge par les conservateurs. Ces derniers conjuguent parfaitement les mécanismes muséologiques et les impératifs corporatifs pour parfaire une pédagogie artistique comme médiatisation, renforçant l'esprit d'appartenance des employés et en favorisant les échanges entre les mondes de l'art et les mondes du travail. Donc, pour terminer sur ma conclusion, je dirais qu'en conclusion, ce qui suscite ou pousse les entreprises canadiennes à ouvrir ou pas leur collection pourrait être tout simplement d'ordre culturel et historique. Deuxièmement, ça pourrait aussi être dû à la dimension du pays, donc qui pourrait rendre vraiment difficile l'accès aux collections puisque toutes les œuvres sont mobilisées dans toutes les succursales, donc ce qui rendrait vraiment une médiation vraiment compliquée, mais je pense que ça pourrait être quand même fait dans les sièges sociaux. Troisièmement, c'est aussi à la volonté des conservateurs et des conservatrices finalement d'élargir les pratiques avec le soutien des comités exécutifs. Et quatrièmement, il y a un manque de l'implication
gouvernementale en matière du mécénat qui viendrait vraiment réglementer en fait finalement le mécénat au Canada, comme l'aide amicale en France ou les lois espagnoles concernant les banques. Et donc, d'après Christine Lefranc, en fait, les banques aussi seraient peu enclines à ce que le gouvernement fédéral porte un regard à leurs affaires. Merci.